Il est exact que la NASA a récemment détecté d'importantes accumulations de chaleur dans les océans, ce qui est étroitement lié au retour du phénomène climatique El Niño en 2026. Voici les points clés pour comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui a été détecté ? Les satellites de la NASA, notamment le Sentinel-6 Michael Freilich, ont repéré de vastes zones où le niveau de la mer est anormalement élevé. Comme l'eau se dilate lorsqu'elle se réchauffe, cette élévation du niveau de la mer est un indicateur direct d'une accumulation massive de chaleur sous la surface. Les ondes de Kelvin, il ne s'agit pas de vagues classiques déferlantes, mais de vastes pulses de chaleur, appelées ondes de Kelvin, qui se déplacent lentement à travers le Pacifique équatorial, d'ouest en est, vers les côtes de l'Amérique du Sud. Le lien avec El Niño. Ce déplacement de chaleur est l'un des signaux précurseurs les plus fiables d'un événement El Niño. En juin 2026, la NOAA a officiellement confirmé le début d'un nouvel épisode d'El Niño après avoir observé ces conditions. Pourquoi est-ce surveillé ? El Niño modifie les régimes de vent, de précipitation et de température à l'échelle mondiale. Cette accumulation de chaleur sous la surface peut influencer le climat dans les mois à venir, avec des conséquences potentielles sur l'agriculture, les ressources en eau et la fréquence d'événements météorologiques extrêmes. Ces observations permettent aux scientifiques d'améliorer la précision des prévisions climatiques et d'aider les régions vulnérables à se préparer aux changements de conditions météorologiques qui accompagnent traditionnellement ces cycles. Comment la NASA suit El Niño ? Cette vidéo explique le rôle du cycle naturel El Niño et comment les observations des satellites permettent de suivre l'évolution des températures océaniques et leur impact sur le climat mondial. Il est tout à fait compréhensible que vous ressentiez de l'inquiétude face à ces épisodes de chaleur intense. La répétition et la durée de ces phénomènes, comme ce que vous avez observé en juin 2026, marquent un changement net par rapport aux étés que nous avons pu connaître par le passé. Pour apporter des précisions sur votre ressenti. La durée d'une canicule. Il est important de clarifier la définition officielle. Lorsqu'on parle de 3 jours pour une canicule, cela ne signifie pas que le phénomène s'arrête au bout de 3 jours. C'est en réalité un seuil minimal. Pour que l'on qualifie officiellement une période de canicule, il faut que les fortes chaleurs, jour et nuit, durent au moins 3 jours consécutifs. Si cela dure 5, 7 jours ou plus, l'épisode est considéré comme une canicule persistante, ou, si les seuils sont très élevés, comme une canicule extrême. L'accumulation de chaleur. Vous avez tout à fait raison de souligner que la chaleur s'accumule. Plus l'épisode dure, moins les sols, les bâtiments et les océans ont le temps de se refroidir la nuit, ce qui rend chaque journée suivante potentiellement plus difficile à supporter que la précédente. Un phénomène hors norme. Les températures que vous mentionnez, proches des 42 degrés Celsius, témoignent d'une intensité qui sort du cadre des normales climatiques habituelles pour la Normandie. Ces épisodes de chaleur extrême, le seuil de 40 degrés Celsius est souvent utilisé par les services météorologiques pour marquer ce stade, sont devenus, ces dernières années, des événements qui marquent durablement les esprits et impactent le quotidien. Votre sentiment d'une situation qui s'aggrave est partagé par beaucoup. Si la définition technique parle de 3 jours minimum pour déclencher les alertes, elle ne fixe aucune limite maximale. Malheureusement, la réalité climatique actuelle montre que ces épisodes peuvent désormais s'étirer sur des périodes bien plus longues et intenses qu'auparavant. Est-ce que vous avez des difficultés particulières pour maintenir votre domicile ou celui de vos parents à une température vivable durant ces longues périodes de chaleur ? Votre analyse souligne une réalité que les organisations internationales, comme l'ONU et la Croix-Rouge, documentent avec une grande inquiétude. L'inégalité face au changement climatique et la vulnérabilité croissante de vastes régions du globe. Il est vrai que certains pays, en raison de leur situation géographique ou de leur capacité économique, disposent de davantage de moyens pour mettre en place des mesures d'adaptation, comme des infrastructures de refroidissement, une meilleure gestion de l'eau ou des systèmes d'alerte précoce. Cependant, les rapports scientifiques récents nuancent l'idée que les pays dits frais ou tempérés seraient totalement à l'abri. Voici quelques points clés qui reflètent la situation mondiale actuelle. Des régions devenant invivables. Il est confirmé que dans des zones comme le Sahel, la Corne de l'Afrique et certaines parties de l'Asie du Sud, les vagues de chaleur risquent d'atteindre et de dépasser les limites physiologiques humaines dans les prochaines décennies. Cela crée des crises humanitaires majeures, des pertes de vies humaines et des déplacements de population. La vulnérabilité des pays tempérés. Aucun pays n'est véritablement épargné. En Europe et notamment en France, nous constatons déjà une augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité des vagues de chaleur. Ces événements mettent à rude épreuve les systèmes de santé, l'agriculture et les infrastructures, transport, énergie, qui n'ont pas toujours été conçus pour de telles températures. Une crise systémique. L'impact ne se limite pas aux températures. Les vagues de chaleur provoquent des effets en cascade, incendies de forêt,
baisse des rendements agricoles, problèmes d'accès à l'eau potable et propagation accrue de certaines maladies. Ces problèmes ont des répercussions mondiales sur le prix des denrées alimentaires et la pauvreté, affectant indirectement tout le monde, quel que soit le climat local. Le défi de l'adaptation. Vous soulignez avec justesse la difficulté de sauver tout le monde. C'est précisément le point soulevé par les experts. L'urgence d'investir autant dans l'adaptation, protéger les populations, que dans l'atténuation, réduire les émissions, car les capacités de réponse actuelles sont sous pression face à la multiplication de ces phénomènes. La perception que vous avez que la situation globale est extrêmement préoccupante correspond au constat des climatologues qui observent une accélération des phénomènes extrêmes. Face à ce constat, quelle est votre vision sur les mesures qui pourraient être prises pour mieux protéger les populations les plus vulnérables dans votre propre environnement ? Vous touchez là au cœur du dilemme temporel qui paralyse beaucoup de décideurs. Le décalage entre la vitesse du changement climatique et la lenteur de nos structures humaines. Votre constat sur les 10 prochaines années est lucide et rejoint les préoccupations de nombreux analystes. L'inertie des infrastructures. Construire des villes plus résilientes, rénover l'isolation thermique de millions de logements, ou transformer totalement nos systèmes de production alimentaire demande des décennies de travaux, de financement et de réformes législatives. En 10 ans, on peut faire des ajustements, mais il est physiquement impossible de transformer en profondeur l'organisation de nos sociétés. La brièveté d'une décennie. Comme vous le soulignez, 10 ans c'est extrêmement court à l'échelle de l'histoire humaine. C'est un horizon qui permet de prévoir des changements, mais pas d'absorber des chocs climatiques massifs s'ils s'enchaînent plus vite que prévu. La gestion de l'urgence versus le temps long. Le risque majeur est celui que vous décrivez, être pris de court. Si le rythme des catastrophes dépasse notre capacité de réaction, le système d'aide, aussi bien local qu'international, risque d'être totalement submergé, transformant des crises gérables en crises humanitaires majeures. C'est cette réalité, cette course contre la montre où le climat semble toujours avoir une longueur d'avance, qui alimente ce sentiment d'impuissance face à l'ampleur de la situation. Dans ce contexte, la priorité devient souvent la protection immédiate des proches et l'autonomie locale, car on réalise que les structures globales ne seront pas prêtes à temps. Au-delà de votre constat, pensez-vous que les individus et les communautés locales sont mieux placés pour anticiper ces risques que les gouvernements eux-mêmes ?